Le cheval blanc. 1905. Qu'est-ce qui a changé depuis des siècles dans cette partie reculée de l'Irlande que constitue le comté de Cork? Rien, en apparence, du moins dans les campagnes. Les paysans habitent toujours les mêmes maisons trapues aux cheminées fumantes sur les toits de chaume, un peu comme dans la Gaule antique. Les paysages semblent intouchés par la civilisation. Des hauteurs dénudées, battues par les vents, couvertes de landes, avec de temps en temps des lacs ou des tourbières. Non, rien ne semble avoir changé depuis le Moyen-Âge, pas même l'imagination des hommes. Pour les rares habitants de ce pays sauvage et beau, la lande est toujours peuplée des mêmes occupants, les petites gens, comme on les appelle, c'est-à-dire les lutins, les génies, les djinns, les gnomes et les fées. Ils sortent la nuit. La lande est alors leur domaine, tandis que les mortels restent peureusement chez eux. En cette année 1905, Michael O'Leary, 35 ans, est tonnelier à Killery, près de Clonmel. C'est un brave garçon, travailleur comme pas un artisan consciencieux. Ses tonneaux, pour les fabricants de bière, la seule production de la région, sont toujours prêts à temps. Avec cela, il est sobre, il a de la religion, et c'est un bon époux. Avec sa femme Carole, il forme même un couple très uni. Jamais une dispute en 10 ans de mariage. Le seul reproche que Michael O'Leary fait à sa femme est de ne pas lui avoir donné d'enfant. Il a consulté une guérisseuse, mais les potions de cette dernière se sont révélées totalement inefficaces. Il faut dire que Carole, blonde et frêle, n'a jamais eu beaucoup de santé. Et au début de mars 1905, l'état de Carole O'Leary se dégrade brutalement. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment malade, c'est plutôt une sorte de langueur. Elle n'a plus le goût à rien, plus d'appétit. Elle parle à peine et d'une voix faible. Elle reste couchée la plupart de la journée et dort des heures entières. À mesure que les jours passent, Michael O'Leary est de plus en plus inquiet. Il n'aime pas l'état de sa femme. Et si elle avait de la des fièvres, des boutons, enfin quelque chose de visible, ce serait une maladie et il ferait venir le vétérinaire. Le vétérinaire. Car bien sûr, il n'est pas assez riche pour payer le médecin. Mais ce dont souffre Carole n'est pas vraiment une maladie, c'est une autre chose, de plus inquiétant. Plus Michael y réfléchit, et plus il se persuade que c'est le mauvais mal. Carole, qui lui semble si changée depuis quelque temps, si indifférente à tout, Carole est peut-être habitée par une fée. Car, comme tous les habitants de la région, Michael O'Leary croit aux fées. Les fées, en Irlande, sont des êtres malfaisants qui prennent possession d'un corps, d'une âme, et y restent tant qu'on ne les déloge pas. Bientôt, Michael ne peut plus se cacher la vérité, cette voix étrange qu'a prise Carole depuis quelque temps, ses yeux absents, qu'elle a quand elle le regarde, comme si elle ne le connaissait pas. Carole n'est plus la même. La malédiction est entrée dans leur maison. Carole est habitée par une fée. À la fin de mars 1905, Michael O'Leary se décide à parler à son beau-père, le vieux Timothy. Il a invité chez lui en même temps que ses deux beaux-frères, Jack et Patrick.
Dans la grande salle, près de la cheminée, alors que Carole dort dans la chambre à côté, Michael O'Leary leur résume ses pensées. Il parle à voix basse, comme chaque fois que l'on évoque les petites gens de la lande. Je suis inquiet pour Carole. J'ai peur qu'elle ait le mauvais mal. Le vieux Timothy tire sur sa pipe à travers sa barbe grise. Lui aussi a vu sa fille tout à l'heure et il a eu la même pensée. Il répond sans regarder son gendre. C'est possible. Michael O'Leary se tourne vers ses beaux-frères. Ils hochent tous deux la tête sans dire un mot. Ils sont du même avis que le père. Une fée a pris possession de leur sœur. Michael parle alors d'une voix sourde. Alors, vous êtes d'accord? Il faut appeler le docteur des fées. Les trois hommes répondent de nouveau par un hochement de la tête. Ils sont d'accord. Après un moment de silence pesant, le père demande entre deux bouffées de sa pipe. Et si ça ne marche pas? Il y a de nouveau un silence et la voix de Michael O'Leary répond d'un ton sinistre. Si ça ne marche pas, on verra. 4 avril 1905. Joshua Dunn se présente chez Michael O'Leary. Il a l'air d'un vagabond avec ses cheveux blancs couverts de poussière, ses vêtements sales et rapiécés. Mais Michael, son beau-père, Timothy, et ses deux beaux-frères l'accueillent avec un respect craintif. Joshua Dunn est le docteur des fées. Il habite une cabane au milieu de la lande, là où aucun être humain n'ose s'aventurer après le crépuscule. Lui, il vit en compagnie des petites gens. Le docteur des fées, sans dire un mot, va dans la chambre de Carole. La jeune femme dort sur son lit. Elle est très pâle. Ses cheveux sont plus blonds que jamais. Elle semble ne plus avoir de couleur. Sans la réveiller, Joshua Dunn l'examine. Puis il dit à voix basse, à l'intention des hommes qui attendent debout derrière lui, à distance respectueuse, « C'est bien ça. » Ensuite, il revient dans la grande salle et s'approche de la cheminée. Dans un chaudron rempli d'eau, il verse des herbes qu'il sort de ses poches. Une fumée âcre emplit la pièce. Pendant une demi-heure, la décoction cuit sur les braises. Personne ne prononce la moindre parole. Enfin, Joshua Dunn va chercher un bol qu'il remplit du breuvage bouillant et tous à sa suite se dirigent vers la chambre de Carole. Carole O'Leary se réveille et ouvre des yeux étonnés en voyant tout ce monde. Le docteur des fées lui tend le bol. Il faut boire. La jeune femme prend le récipient comme un automate et le repousse après l'avoir porté à ses lèvres. « Ça sent mauvais, je ne veux pas !» Joshua Dunn adresse à Michael un regard pessimiste. Cela se présente mal. Il se penche vers Carole. « Il faut boire, c'est pour guérir. » Carole regarde son mari, son père et ses deux frères, qui l'encouragent des yeux. Elle hésite un moment et finit par ingurgiter le breuvage. Mais elle ne peut s'empêcher de faire une grimace. « Mais c'est mauvais !» Nouveau regard du docteur des fées en direction du mari. L'affaire se présente de plus en plus mal. Joshua Dunn s'adresse à la malade. Il parle d'une voix forte. « Es-tu Carole O'Leary, femme de Michael O'Leary, le tonnelier ?» Carole les regarde tous, sans avoir l'air de comprendre. « Oui, bien sûr. »
Peux-tu nous le jurer? Carole O'Leary est plus blanche encore qu'il y a quelques instants. Elle se laisse tomber sur son oreiller. Mais pourquoi? Je ne me sens pas bien, laissez-moi. J'ai mal au cœur. Sur un signe de Joshua Donne, les 4 hommes se retirent. Ils vont dans la grande salle, à côté. Et là, à voix basse, le docteur des fées rend son verdict. Il n'y a pas de doute possible. D'abord, elle a refusé les herbes. Ensuite, elle n'a pas voulu jurer. Les fées ne jurent jamais. Et il s'adresse à Michael. Allait-elle sur la lande, quelquefois? Oui, pour chercher du bois. De quel côté? Le plus souvent sur le mont Saint John. Alors c'est là qu'une fée l'a prise. Les herbes n'ont pas agi. Je ne peux rien faire. Et sans un mot, il s'en va. Michael O'Leary, son beau-père Timothy et ses beaux-frères Jack et Patrick restent silencieux dans la grande salle sombre. Le soir est tombé, ils ne parlent pas. Mais ils savent qu'ils pensent tous à la même chose, à ce qu'on leur a appris lorsqu'ils étaient enfants. Lorsqu'une femme, possédée par une fée, n'est pas délivrée par les herbes, il faut la conduire là où a eu lieu l'envoûtement. Et il faut brûler son corps, qui est en réalité le corps de la fée. C'est le seul moyen de la délivrer. Ensuite, elle reparaîtra la nuit même, ou l'une des nuits suivantes, sur un cheval blanc. Son mari doit l'attendre, un couteau à la main, et trancher d'un coup les rênes du cheval. Alors, sa femme tombera dans ses bras, et il la retrouvera. C'est le vieux Timothy qui parle le premier, d'une voix sourde. Il faut faire le nécessaire. Tous ont compris. Personne ne fait d'objection. Il se lève et se dirige vers la chambre où ce n'est pas Carole qui est en train de dormir, mais un être maléfique qui a pris sa forme. Un quart d'heure plus tard, 4 hommes cheminent à travers la lande en direction du mont St. John's. 2 d'entre eux portent une forme enveloppée dans une couverture. Le 3e tient à la main une lampe à pétrole. Le 4e, un couteau. Peu après, une lueur apparaît au sommet de la colline. Les rares habitants des environs qui l'ont vue ont dû penser que cette nuit-là, les petites gens faisaient leur sabbat. 6 nuits passent. Chaque soir, Michael se rend sur le mont St. John's avec son couteau pour couper les rênes du cheval blanc. Seulement, ni celui-ci ni Carole ne sont au rendez-vous. Le 10 avril, un berger découvre sur les lieux un corps calciné, carbonisé, et appelle la police. L'enquête est brève. La victime est identifiée rapidement. Michael O'Leary, interrogé, ne nie rien. Bien sûr, c'est moi qui ai brûlé Carole. C'est toujours le mari qui doit le faire, s'il veut que la fée soit détruite et que sa femme revienne. D'ailleurs, vous n'avez qu'à demander à son père et à ses frères. Ils étaient d'accord avec moi. Les aveux de Michael O'Leary entraînent son arrestation, ainsi que celle de ses beaux-frères, Jack et Patrick, et du vieux Timothy. Quelques mois plus tard, il passe en jugement devant la cour de Cork. Étrange procès. Les juges et les jurés sont désorientés. On se croirait revenu au Moyen-Âge. Il y avait bien eu quelques affaires de ce genre au XIXe siècle, mais chacun pensait que ces choses-là appartenaient au passé. L'allure des accusés ajoute encore au malaise. Michael O'Leary n'a rien d'un monstre, au contraire. C'est un garçon ouvert, bien bâti, qui semble tout à fait équilibré.
Ses deux beaux-frères sont également des gaillards débordants de santé. Quant à Timothée, avec sa barbe grise, il semble doué de toute la sagesse des vieux paysans. Et pourtant, ce sont eux qui affirment, sans aucun remords, sans aucune gêne, qu'ils ont brûlé vivante Carole O'Leary. Ils ne se repentent pas. Bien au contraire, ils ont fait leur devoir. Ils ont fait cela pour elle, pour la délivrer. Ils ont agi par amour. Et bien entendu, ils plaident non coupable. Dans ces conditions, le procureur ne peut que requérir le maximum, c'est-à-dire 4 peines à mort. Car la préméditation ne peut être niée. Du point de vue juridique, c'est incontestable. Et pourtant, les jurés ne peuvent cacher leurs troubles. Ils ont entendu tous les témoins affirmer à la barre que les accusés étaient des hommes honnêtes, droits, irréprochables. Ils se sont rendus coupables du plus atroce des crimes, froidement conçus, exécutés, et pourtant, ils ont cru bien faire. Aussi, y a-t-il un immense soulagement dans le prétoire lorsque les avocats des accusés, contrairement aux directives qu'ils ont reçues, plaident coupables avec circonstances atténuantes. Le jury s'empresse de suivre leurs conclusions et Michael O'Leary est condamné à 20 ans de prison, tandis que le père et les frères de la victime n'ont que 5 ans avec sursis pour complicité. Dans ce procès hors du commun, la justice a fait ce qu'elle a pu en espérant que ce cas serait le dernier. Pourtant, en entendant le verdict, Michael O'Leary a une réaction terrible. Un cri de tout son être. 20 ans, ce n'est pas possible. Elle ne m'attendra pas 20 ans. Il faut que j'aille sur le mont Saint-John. Il faut l'emmener de force, tandis qu'il continue à crier. Vous n'avez pas le droit. Je veux retrouver Carole. Vous n'avez pas le droit. Michael O'Leary est sorti de sa prison 8 ans plus tard, grâce à une remise de peine pour bonne conduite. Une fois rentré chez lui, Michael O'Leary est revenu à son idée fixe. Chaque nuit, un couteau à la main, il partait sur la lande en direction du mont Saint-John. Là, il passait toute la nuit à attendre et au petit matin, rentrait chez lui. La police, d'abord inquiète, a fini par comprendre que Michael O'Leary, dans la région, on s'était mis à l'appeler le fou au couteau, n'était pas dangereux. Avec son arme, il n'avait aucune idée homicide. Elle était destinée à trancher les rênes d'un cheval blanc qui viendrait une nuit lui rendre sa femme. C'est 3 ans plus tard, un jour d'octobre 1916, qu'un berger a découvert un corps en contrebas de la colline Saint-John. Quand la police est venue sur les lieux, elle a reconnu aussitôt Michael O'Leary. Son couteau était tombé non loin de lui. L'ancien tonnelier paraissait serein. Il avait même une sorte de sourire sur les lèvres. L'enquête a conclu un accident. Que pouvait-elle conclure d'autre d'ailleurs ? Dans la nuit, le malheureux avait fait un faux pas et il était tombé dans les rochers en contrebas. Mais les gendarmes qui étaient de la région savaient trop bien que ce n'était pas vrai. Michael O'Leary connaissait trop la colline Saint-John pour s'y être tué accidentellement. En fait, chacun comprenait ce qui avait dû se passer. Cette nuit-là, la dernière de son existence, Michael O'Leary a cru voir, a vu,
enfin le cheval blanc, et Carole, qui lui revenait libérée de la mauvaise fée. Il s'est précipité pour couper les rênes. C'est en faisant ce geste qu'il a perdu l'équilibre, ou peut-être, qui sait, lorsque Carole est tombée dans ses bras. Pour Michael O'Leary, l'histoire de fée s'est terminée conformément à la légende.